Ok, donc on avait terminé la dernière fois sur la formation des ombres à partir d'une source de lumière et un objet opaque. Donc j'ai repris le petit schéma que vous avez fait normalement la dernière fois, en rappelant, alors, on avait dit qu'il y avait deux types d'objets, je le rappelle depuis le début, les sources de lumière primaires qui vont envoyer des faisceaux de lumière, et les objets diffusants qui vont la recevoir et la renvoyer dans toutes les directions. Je vous rappelle, pour voir un objet, il faut que un rayon de lumière parte d'une source primaire, tape l'objet, et ensuite diffuse la lumière jusqu'à l'œil. Et il faut que cette lumière puisse atteindre l'œil pour qu'on puisse voir l'objet. Dans ces conditions-là, pour rappel, l'objet peut nous apparaître. Si un seul de ces rayons ne respecte pas, n'atteint pas effectivement l'œil, l'objet disparaît totalement. Ce qui avait entraîné donc la dernière fois, on avait parlé des zones d'ombre. Lorsqu'on a un objet opaque qui est créé, comme par exemple ici la Lune, les rayons de lumière qui arrivent du Soleil sont bloqués en partie, ce qui entraîne la formation d'une zone d'ombre, c'est-à-dire d'une zone sans lumière. L'ombre propre correspond à la zone qui est non éclairée. Le cône d'ombre, c'est toute la zone de l'espace qui n'est pas éclairée. Et l'ombre portée, c'est la zone d'ombre qui s'affiche sur un écran. Alors, pour reprendre ça et pour terminer justement sur cette partie un peu optique, pourquoi je vous ai remis ça? C'est parce que communément, on va appeler ça, normalement tout le monde connaît, lorsque le Soleil et la Lune sont alignés, on va appeler ça une éclipse. Sauf qu'en réalité, l'éclipse, il y en a de deux sortes différentes, avec ses effets différents. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On va essayer justement d'utiliser maintenant les notions qu'on connaît sur la propagation de la lumière et la création des ombres pour pouvoir expliquer les phénomènes d'éclipse lunaire et d'éclipse solaire, qui sont les deux types d'éclipses qui existent. D'accord? Donc, l'activité du livre, comme d'habitude, je mets dans la description la page qu'on va utiliser. Alors, ce qu'on a fait, pour pouvoir étudier justement le phénomène d'éclipse, on va essayer de clarifier un peu tout ça avec maintenant les connaissances qu'on a. On a, dans une pièce totalement noire, émis une source de lumière qui est là, sur le côté, une petite balle qui est censée représenter, sans grande surprise, la Lune, et le globe terrestre. En mettant dans la figure 1 en avant un type d'éclipse et dans la figure 2 un autre type d'éclipse. Vous voyez qu'ici, là, la balle disparaît de la photo, mais en fait elle existe. C'est pour ça qu'on l'a mis ici en pointillé. Avec ici la définition d'une éclipse. Parce que quand on parle d'éclipse, en réalité, c'est un petit peu plus complexe que simplement dire il fait tout noir. Il y a des notions un peu plus en avant qu'on va essayer justement de mettre en évidence au cours de cette activité. Ok, donc comme d'habitude, si vous êtes à l'aise, à partir des mots de vocabulaire qui sont précisés ici et de l'expérience qui vous est montrée ici, vous pouvez essayer de faire les questions 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, 8 minutes, ça devrait être largement suffisant. Pour les autres, comme d'habitude, je vais expliquer question par question. Vous pourrez retrouver dans la description le timecode si vous voulez avoir l'explication d'une question bien particulière. Ok? Et on est parti donc. Question 1. Où se trouve le Soleil par rapport à la Terre et la Lune sur les figures 1 et figure 2? Alors là, on ne va pas passer sans s'étendre. Vous avez l'expérience qui est précisée ici. On vous demande où se situe le Soleil par rapport à ces astres-là, par rapport à la Lune et par rapport à la Terre, que ce soit dans la figure 1 et figure 2. Vous regardez le dessin, normalement avec un peu de logique, vous savez où est-ce qu'on a placé la lampe. D'accord? On demande simplement pour la question 1, où est placée la lampe. D'accord? Deuxième question. Un observateur terrestre situé dans l'ombre portée de la Lune voit-il le Soleil dans la figure 1? Justifie ta réponse. Là, on commence à amener un peu la logique de est-ce qu'on voit pas les objets, les conditions de vision, les conditions de non-vision. Donc, dans la figure 1, ici, là, dans la figure 1, on demande est-ce qu'un observateur situé dans l'ombre portée, donc il faut identifier où se situe l'ombre portée sur mon dessin, est-ce qu'il va voir le Soleil? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? À vous de justifier la réponse. Soyez un peu logique par rapport au dessin que je vous ai montré juste avant. Et surtout les conditions pour qu'on puisse voir un objet. N'oubliez pas, parce que c'est là-dessus qu'on travaille et c'est ça que vous devez bien garder à l'esprit. D'accord? Donc, si je me situe dans la zone d'ombre, est-ce que je vois
le Soleil. D'accord? Question 3. Distingue-t-on la Lune depuis la zone d'ombre propre de la Terre, figure 2? Alors là, la question n'est pas hyper compliquée, mais elle est bizarrement posée. Mais non, il va falloir bien caler les choses pour pouvoir répondre correctement à la question. Distingue-t-on la Lune? Est-ce qu'on voit la Lune, hein? Si je suis dans la zone d'ombre propre de la Terre, donc sur le dessin, on parle de la figure 2, donc je sais déjà que je vais parler de ce dessin-là. D'accord, hein, je sais que je vais déjà parler de ce dessin-là. La zone d'ombre propre de la Terre, elle se situe où? Et c'est là la question. Déjà, premièrement. Donc une fois que je me suis placé, une fois que j'ai réussi à identifier la zone d'ombre propre de la Terre, il ne me reste plus qu'à déterminer, est-ce que je peux voir la Lune dans ces conditions-là? Et pareil, ça serait bien justement de le justifier, ça. Comment ça se fait que je peux voir ou je ne peux pas voir la Lune lorsque je me situe dans la zone d'ombre propre de la Terre? Donc à vous d'identifier c'est quoi là, l'ombre propre de la Terre, ça se situe où? Et une fois que vous savez où est-ce que je suis situé, c'est hyper dur à dire. Une fois que je sais là où je suis situé, est-ce que j'arrive à voir la Lune de cette position-là? D'accord? Ça, c'est la question 3. Quatrième question. Alors, les deux schémas ci-dessous représentent les deux situations d'éclipse. Associe chacune des deux éclipses, associe à chacun l'éclipse de Lune et l'éclipse de Soleil. Donc, comme je vous ai dit, le mot éclipse, ça regroupe du moins deux choses. Vous avez les éclipses lunaires et l'éclipse solaire. Donc, il faut déjà regarder la définition de l'éclipse pour la question 4. Ok, il faut déjà commencer à identifier la définition de l'éclipse. Et une fois que je sais ça, parmi les deux schémas qui sont là, parmi les deux situations que vous avez ici, dans un cas, vous avez une éclipse de lune et l'autre, une éclipse de soleil. Donc, qui est quoi dans cette histoire? D'accord? Donc, la question 4, c'est identifier l'éclipse de lune et l'éclipse de soleil à partir de la définition d'éclipse que vous avez là. Il faut choisir. Qui est quoi dans cette histoire? Pas hyper compliqué, en lisant bien la définition et avec un peu de logique, vous arriverez à trouver. D'accord? Cinquième question. Explique comment se produisent une éclipse de soleil et une éclipse de lune. Donc dans quel cas je vais me retrouver en éclipse de soleil et dans quel cas je vais me retrouver en éclipse de lune? Pour la question 5, c'est à vous de me dire dans quelles conditions, hein, parce que souvent on dit ah oui mais telle zone va avoir une éclipse de lune ou de soleil, elle respecte quelles conditions pour pouvoir avoir cette éclipse? Par exemple, je ne sais pas, je dis à Paris, on va avoir une éclipse demain. Alors, pour qu'une éclipse soit validée, qu'est-ce qui doit se passer? Quelles conditions doivent être remplies pour qu'on puisse considérer qu'on est bien en éclipse? D'accord? Donc, je vous laisse un peu mâcher avec ça, tranquillement, et on se retrouve dans la partie correction. À tout de suite!